Bonjour Marc-André Sellos. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour que voilà, Oui, je alors moi sache je de suis vous parler? professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc j'ai une équipe de recherche, j'y fais de l'enseignement, notamment dans diverses grandes écoles, depuis des écoles d'économie jusqu'à des universités, des grandes écoles de biologie ou d'agronomie, parce que mon secteur de recherche, c'est euh, la microbiologie, et notamment l'écologie des champignons. Je m'intéresse en particulier à l'écologie des champignons qui interagissent avec les racines des plantes à bénéfice réciproque, comme par exemple la truffe et les arbres sous lesquels elles poussent. J'ai développé aussi, et ça fait partie des fonctions des professeurs du muséum, une activité de vulgarisation très large où j'essaie d'expliquer aux gens ce qui les entoure et comment une autre compréhension du quotidien peut inspirer d'autres gestes, d'autres décisions, en tout cas une autre lecture des choses qui nous entourent de façon très proche. Bon, pour terminer, j'ai aussi deux équipes à l'étranger, une en Pologne, à l'université de Gdansk, et l'autre en Chine, à l'université de Kunming, qui travaillent sur les mêmes sujets, mais ce qui me réunit aujourd'hui, je pense, c'est plutôt cette volonté de proposer aux gens des grilles de lecture de ce qui les entoure et de mobiliser nos sciences au service de leur quotidien. Ok, c'est parfaitement en ligne avec ce que j'essaie de faire moi dans Sispeak, on va y revenir. J'ai une question d'introduction que je pose pratiquement à tous mes invités, qui est quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder le monde et pourquoi en fait, d'où elles vous viennent? C'est quoi vos angles de vue J'ai une lunette de privilégiés? presbyte. Celle-ci, et puis les Une lunette de figurés. presbyte. Non mais pour être plus sérieux, les lunettes que je porte pour regarder le monde, en fait, historiquement, pour moi, depuis le début, je suis naturaliste. C'est que j'essaie de regarder le monde naturel et de comprendre ce qui s'y passe, de donner des noms à des espèces ou de comprendre des phénomènes, de comprendre des colorations de la roche, de comprendre des odeurs. Enfin, je suis pas naturaliste au sens de donner des noms aux espèces seulement, hein. J'essaie de comprendre la nature et de l'observer. Donc c'est ces yeux-là qui m'ont accompagné de tout temps. Et je me suis rendu compte ces derniers temps qu'en réalité, c'est ces yeux-là qui manquaient à pas mal de gens pour comprendre ce qui leur arrive, jusque dans leur façon de manger ou de se soigner, et encore plus de voter. Et donc, quelque part aujourd'hui, l'idée c'est de m'asseoir à côté des gens et de leur redire, bah tiens, ça peut s'expliquer comme ça, et ça donne plutôt envie d'agir dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de pousser dans le champ sociétal les solutions que sécrètent les sciences auxquelles j'ai participé. Les sciences, en gros, du vivant et de l'environnement. On va aller là-dessus, on va essayer de regarder tout ça. Et ça tombe bien parce que vous publiez un livre chez Actes Sud, c'est pas votre premier, hein, loin de là, et qui s'appelle celui-ci Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Donc on va s'appuyer notamment là-dessus, parce que c'est votre actualité, puis aussi sur d'autres ouvrages que vous avez pu faire. Et votre ambition avec cet ouvrage, c'est de redonner aux gens, comme vous l'avez un peu dit, les clés du monde. Et il se trouve que c'est une ambition qui est très proche moi de la mienne. Je partage avec vous la mienne avec Sismic et puis avec mon livre dans lequel je parlais moi des règles du jeu du monde. Et vous parlez de notice. Oui. Donc si j'ai bien compris ce que vous souhaitez expliquer, c'est comment on peut aller au-delà des préjugés pour contribuer à diffuser une connaissance plus juste. Donc, je voudrais commencer par cette question simple qui est pourquoi en fait? Pourquoi développer sur ce qu'on est dire? Pourquoi est-ce que c'est important de travailler à cette notice et de la diffuser? Parce qu'on est face, et là personne ne l'apprendra, à une crise sanitaire et environnementale majeure. Et quand on dit environnemental, on dit oh l'environnement va mal, tu parles. C'est nous, notre capacité à vivre bien et à exploiter correctement cet environnement qui est menacée. Regardez l'augmentation du niveau de la mer, à la limite c'est très bon pour les poissons, hein. C'est pour nous que c'est problématique. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment arriver à se voir dans le monde. Il faut arriver à trouver, en fait, à mobiliser les sciences du vivant et de l'environnement dans le sens des solutions, c'est-à-dire voir les solutions qu'elles proposent. Or, aujourd'hui, trop souvent, peut-être par la faute de ceux qui pratiquent ces sciences, sans doute aussi par la faute de la façon dont les journalistes les questionnent, et puis sans doute aussi par la faute de ceux qui écoutent et qui se posent pas de questions au-delà de ça, on ne sert qu'à expliquer ce qui marche pas. On se trouve réduit à un rôle de Cassandre, là où au contraire, je pense notamment à l'agronomie, euh, ou à la santé personnelle, nos disciplines sécrètent des façons très simples et pas très coûteuses de faire mieux. Donc il y a une belle au bois dormant là, il faut aller la réveiller, et
Je pense que c'est l'urgence parce que ces crises environnementales et sanitaires sont en train bel et bien de nous broyer. Or, bien sûr, le constat est terrible, affligeant et très inquiétant, mais néanmoins, il y a des solutions. Et l'idée, c'est, moi, le pari que je fais, c'est qu'en expliquant comment ça marche, on voit très très bien apparaître les solutions, les issues de secours possibles. La science ne dit pas la vérité. La science propose dans l'état des connaissances l'option qui paraît la plus sérieuse. On peut aussi travailler au hasard, à l'opinion, au doigt mouillé, mais ce que je pense, c'est que on a, nous, un message à porter. Et je dis très souvent que la science n'a pas à gouverner le monde. Mais le monde ne peut pas être gouverné sans science. Et quelque part, il y a besoin de réenchanter les options que nous donne aujourd'hui la science et la connaissance. Il y a besoin de les réenchanter pour donner envie aux gens de parcourir ce chemin. Il y a une certaine urgence à ça. C'est une urgence qui se décline à la fois en formation initiale des plus jeunes, où alors là, pour le coup, on comprend le problème. C'est qu'en fait, moi dans mon pays, par exemple, en France, il y a 1 heure par semaine de sciences de vie et de la Terre au collège et au lycée, plus en première, plus en terminale, et rien en primaire. Donc comment les gens, ils se construisent un peu en vrac, quoi. Disons que les dessins animés de Walt Disney contribuent autant à leur vision du monde que l'état de la science. Donc il y a un impératif de formation initiale, mais aussi un impératif de formation continue. Et pour moi, tout est bon. Vidéo, BD, livres, intervention à la radio quand j'en ai, podcast comme aujourd'hui. Il faut crier partout qu'il y a des solutions qui dorment. Sachant que pour pouvoir trouver des solutions effectives, il faut avoir bien posé les données du problème aussi. Et c'est aussi à ça que vous contribuez, c'est expliquer ce qui est en train de se passer et quel est l'état de la connaissance sur le sujet. Et on va Alors, passer du temps aussi là-dessus. C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, juste un petit point, les disciplines naturalistes desquelles je relève pratiquent beaucoup l'observation. Et ça fait partie des qualités ou des démarches ou des façons de faire qu'on peut amener dans le débat pour vraiment voir ce qui se passe, au-delà de l'idée reçue. Typiquement, que la crise environnementale, c'est une crise de l'homme et pas de l'environnement. Là-dessus, je voudrais m'attarder un petit peu sur ce thème de la connaissance, et puis je pense qu'on y reviendra parce que c'est un sujet important, mais notamment parce que je viens de boucler une série précisément là-dessus, en cet épisode sur la connaissance et sur l'épistémologie. Et ce qu'on constate malgré tout, c'est que aucune espèce n'a les clés du monde. Aucune espèce n'a une notice. Donc on est les seuls, en fait, de toute évidence, à aborder les choses de cette façon. Et on voit que, paradoxalement, c'est en train de nous mener vers quelque chose qu'on ne souhaite pas aussi. C'est-à-dire que ça nous a donné une forme de puissance, une forme de connaissance des mécanismes qui nous permettent de faire tout un tas de choses et qui aboutissent à cette crise environnementale. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, dans notre manière de construire de la connaissance, ou alors de la partager, ou alors de l'utiliser? Oui, c'est surtout dans le partage et l'utilisation. Cette métaphore de la notice là, que vous mentionniez précédemment, c'est l'idée qu'il n'y a pas de notice du monde. Le monde n'a pas été livré avec une notice à l'homme. L'homme est lentement apparu dans un monde où, comme toutes les autres espèces, il est loin de comprendre tout ce qui se passe. Alors maintenant, il comprend un petit peu mieux, et tout se passe comme si, au moment de déballer un nouveau téléphone, par exemple, on avait jeté la notice en la déchirant en morceaux, et que après avoir passé des heures à essayer de lancer le téléphone sans y arriver, on va dans la poubelle et on récupère quelques morceaux, quelques bribes de la notice. On n'a pas, à l'heure actuelle, une notice intégrale du monde. Mais avec la connaissance, on a quelques bribes de notice, et il est bien con celui qui, en ayant récupéré quelques morceaux de la notice dans la poubelle, va pas s'en servir pour essayer de comprendre comment allumer le téléphone qu'on n'arrive pas à allumer. Donc l'idée, c'est qu'on n'a toujours pas la notice du monde. On a des bribes de notice et il faudrait vraiment les utiliser. Pour le reste, nous sommes au monde ce que toutes les autres espèces sont au monde. Nous existons parce que nous sommes le produit de la sélection naturelle qui sélectionne ce qui fait des descendants, et non pas ce qui prépare l'avenir. Parce que l'avenir n'est pas sélectionné. Ce qui est sélectionné, c'est d'avoir pu faire des descendants. En réalité, on est porteur d'une adaptation qui montre que le monde n'est pas bien fait, parce que c'est l'adaptation de nos parents. C'est parce que nos parents étaient adaptés aux conditions dans lesquelles ils vivaient que nous sommes là. Mais nous, nous ne sommes pas exactement identiques à nos parents parce qu'au moment de la reproduction, nous avons un peu de gènes de papa, un peu de gènes de maman qui se mélangent et nous leur ressemblons, mais pas en tout point. Nous sommes déjà différents d'eux. Donc déjà, ils ne se reproduisent pas à l'identique, ils produisent des descendants un peu différents, qui ne sont pas forcément adaptés au monde tel qu'il devient. Et la deuxième chose, donc on est porteur d'une adaptation qui est celle de l'épisode d'avant. Et la deuxième chose, c'est que ça ne prédit pas du tout l'avenir. Et il y a eu dans l'histoire des tas d'espèces, ou de groupes d'espèces qui sont apparus et qui ont été des désastres.
je signale dans le livre, par exemple, l'invention de la photosynthèse. Avant, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Ça va émettre de l'oxygène qui va bousiller tous les êtres vivants autour qui ne sont pas adaptés aux capacités oxydantes et aux radicaux libres dont l'oxygène provoque la formation. Et bien plus, ça va rouiller le fer. À l'époque, comme il n'y a pas beaucoup d'oxygène, il n'y a notamment pas d'ozone, puisque l'ozone, c'est de l'oxygène qui s'est réassocié dans la haute atmosphère en filtrant les UV. Donc il n'y a pas de vie sur Terre, émergée, il n'y a que de la vie dans l'eau. Et dans l'eau, le fer va rouiller et tomber au fond de l'eau. Alors, bonne chance pour nous d'ailleurs, parce que c'est ça qui met en place les gisements de fer que nous exploitons maintenant. Cette gigantesque rouille de l'océan. Mais comme il n'y a plus de fer, tout le monde a commencé par les premières bactéries qui avaient inventé la photosynthèse. Tout le monde a faim, c'est l'anémie générale. D'ailleurs, c'est toujours l'anémie dans l'océan, hein. C'est le fer qui manque le plus aux êtres vivants dans l'océan. Bien. Donc, il va se passer 1 milliard d'années où il ne va pratiquement pas y avoir de fossiles, pratiquement pas d'innovation parce que l'évolution est complètement rayée. Alors, la biosphère ne meurt pas, mais ça patine, et on peut dire que ces bactéries photosynthétiques ont foutu un bordel considérable dont elles sont les premières victimes. Petit à petit, les espèces vont s'adapter à l'oxygène, d'autres, comme nos ancêtres, vont même commencer à l'utiliser pour ce qu'on appelle la respiration, et on sort du désastre, mais enfin, ça a fait ce que les géologues appellent the boring billion, le milliard d'années chiant, ce qui se passe rien paléontologiquement, voilà. Et donc, c'est tout à fait normal de foutre le bordel. C'est tout à fait normal pour une espèce d'exploiter son milieu. Souvent on dit non, il ne faut pas parler d'exploitation. Que fait l'oiseau quand il fait son nid? Il va chercher des branches, il va chercher du crin, il va chercher des mousses et il instrumentalise toutes ces choses-là en les tuant au passage si elles sont vivantes. Il va instrumentaliser ces choses-là pour faire son nid. On est tous des utilisateurs du monde. Nous, on a la conscience en plus, et la science. Et on a donc une façon de voir ce qu'implique cela. Et pour la première fois, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir une évolution culturelle, mais nous, on a une évolution culturelle vraiment très développée, nous sommes capables, grâce à notre évolution culturelle, qui est autre chose que notre évolution biologique, d'anticiper. Sauf que, remarquablement, ça sert à rien. Ça sert à rien. On voit très bien que les gens continuent à faire ce qu'il ne faut pas faire, en le sachant. Ou en le sachant pas, justement, on va pouvoir revenir sur... voilà, en le sachant pas assez bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question qui se pose, si tout le monde avait la bonne information, si elle était partagée, qu'est-ce qui se passerait? Je voudrais rester là-dessus et on reviendra sur le mécanisme d'évolution, parce que c'est hyper intéressant de comprendre tout ça. Et ça nous instruit justement sur ce qu'on peut faire et notre avenir. Mais quel est l'état restez là-dessus, quel est l'état du bordel créé par l'homme aujourd'hui, dont on a conscience? Notamment par rapport à cette modification accélérée du vivant, en fait. Je dirais qu'il y a 2 grandes sections. Il y a la section de ce qu'on peut réparer très vite, c'est la perte de biodiversité, qui est double. Il y a de moins en moins d'individus par espèce, pour certaines espèces en tout cas. Quand on vous dit que 80% des insectes ont disparu en 30 ans en Europe, et que 30% des oiseaux ont disparu en 15 ans en Europe, en fait c'est le nombre d'individus. Alors, c'est de la biodiversité perdue, parce que chaque individu est génétiquement différent des autres, donc moins vous avez d'individus, moins vous avez de diversité génétique. Puis il y a aussi, et ça, mais c'est moins prononcé pour l'instant, la perte des espèces. 5% des mammifères ont disparu, 5% des oiseaux ont disparu, un peu plus pour les grenouilles, mais l'idée c'est que là, c'est les espèces entièrement qui disparaissent, et c'est aussi une perte de la biodiversité. Mais ça, si on change demain la règle du jeu, si on soumet les espèces à moins de pression de sélection qui les élimine, qui sont la surexploitation, qui sont le changement d'utilisation des milieux, qui sont les pesticides, qui sont aussi le changement climatique, et alors ça va être plus dur bien sûr, et puis les espèces invasives, hein, pour citer les grandes causes, en fait la biodiversité peut remonter très vite. Aujourd'hui par exemple, quand on cesse de labourer, le labour c'est un massacre de la vie du sol, en 3 à 5 ans vous restaurez une vie du sol absolument extraordinaire. Donc il y a quelques aspects, et la biodiversité en fait partie, où notre action, il y a de la résilience derrière, donc notre action, elle peut cesser. Disons qu'il y a une réversibilité forte. C'est moins le cas pour des choses comme le changement climatique, mais quand même, on peut stocker du carbone et cesser d'en émettre, et là le climat peut rentrer dans les rails, enfin à condition qu'il n'est pas trop déraillé, parce que plus on attend, moins ce sera simple, mais là c'est intermédiaire. Et il y a l'autre catégorie où là on a fait des conneries irréversibles, et la seule chose à faire c'est d'arrêter d'en faire. Le plastique, qui, de son vivant, je ne parle pas simplement de ces 2/3 du plastique qui sont pas recyclés et qui finissent dans l'environnement, mais même le plastique de son vivant, il pèle, il laisse des morceaux, les fameux microplastiques, qui non seulement sont mauvais en eux-mêmes, mais en plus finissent par libérer des petites molécules dont certaines sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes. Ça, c'est une perturbation
durable du milieu. Ça, on ne peut pas aller les ramasser, tous les microplastiques. C'est absolument infaisable. Il y en a partout. Il en pleut même en Antarctique ou dans des zones de l'Himalaya qui n'ont même pas vu le pied ou la main de l'homme. Bon. Dans le même secteur, on a aussi les fluoroalkylés, les fameux PFAS ou polluants éternels, qui risquent d'être là pour longtemps. Mais alors, là, ce qu'il faut, et puis aussi, jusqu'à un certain point, les métaux lourds qu'on a répandus dans l'environnement. Ça, là, il faut arrêter d'en faire, parce que la catastrophe, elle est posée et irréversible. Mais Oui, ce c'est qui est toutes les milliers de réversible molécules continue. il y en a plusieurs dizaines de milliers de molécules qui ont été inventées par l'homme qui n'existaient pas, qui ont presque définitivement modifié la composition en fait chimique de la nature. C'est ça. Oui, alors elles sont pas forcément abondantes, mais certaines, et beaucoup sont inoffensives, mais certaines, enfin, non. L'histoire, c'est que quand une espèce donnée du sol, ou même nous, regarde ces molécules, la plupart sont inoffensives. Mais il y en a quelques-unes qui sont très dangereuses. Et c'est pas les mêmes pour une autre espèce. Ce qui fait que finalement, probablement toutes ces espèces moléculaires, toutes ces espèces chimiques finissent par être dangereuses pour quelqu'un. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on a créé, pense-t-on, plus de 350 000 molécules nouvelles. Et évidemment, il finit toujours par y avoir une espèce ou deux qui ne les supporte pas, surtout que nous, on les laisse dans le milieu. Dans le milieu, elles se dégradent en des dizaines de molécules dérivées différentes, ce qui fait que c'est pas 350 000 nouvelles molécules qu'il y a dans le monde, mais c'est 10 ou 100 fois ça. Et ces molécules-là, évidemment, personne n'y est adapté, puisque l'adaptation, je vous le rappelle, c'est l'adaptation d'hier. Donc quand vous avez une nouvelle molécule en face d'une espèce, c'est que par hasard qu'elle peut être adaptée à cette molécule. Elle peut aussi par hasard y être très sensible. Et on finit avec ce que nous dit donc l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, une grande structure qui analyse la biodiversité, qui s'appelle, qu'on surnomme des fois le GIEC de la biodiversité, parce qu'on sait ce que c'est que le GIEC, parce qu'on a compris qu'il y avait un problème climatique. Par contre, l'équivalence sur la biodiversité, on a encore du mal à s'en pénétrer. Alors du coup, on fait allusion au climat pour expliquer la biodiversité. N'empêche que le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, donc, puisque IPBES il y a, nous dit que 14% des extinctions sont liées aux produits chimiques. C'est, à mon avis, un tout petit peu faible, mais c'est mon avis. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus permises. Et ça, c'est vrai que c'est l'écologie qu'on peut appeler punitive. Mais la vraie punition, c'est de continuer à le faire. Parce que ça fait des cancers. Ça fait des amendes qui sont le coût en santé publique. Et ça fait du malheur humain, qui sont la punition individuelle. J'ai causé un cancer. Souvent on dit, ouais, il faut arrêter avec l'écologie punitive, on travaille pour le confort des Français. Bah, mon vieux, si tu travailles pour le confort des Français, le confort des Français, c'est pas d'avoir un cancer et de payer les soins du cancer. Donc il faut se reprendre, l'écologie punitive, c'est celle qu'on ne gère pas. On en parlait dans une tribune au Monde avec Gilles Boeuf au cours de l'été. Hein, l'écologie punitive, nous aussi on veut que ça s'arrête, parce que l'écologie punitive, c'est l'écologie qu'on ne gère pas. Et je voudrais rappeler un chiffre de ce point de vue. Pour juste parler d'amende financière, pas de malheur humain. Le malheur humain, on s'en fout. Ça, on sait le sécréter et oublier de le voir. On compte qu'en Europe, et ces chiffres sont ceux de l'EFSA, hein, de l'Agence européenne sanitaire, on compte que le manque à gagner de l'interdiction d'un certain nombre de produits chimiques toxiques, le manque à gagner pour l'industrie, il est de 1 à 3 milliards d'euros par an pour l'industrie européenne. C'est toutes ces molécules qu'aurait interdit l'examen de ce qu'on appelle le paquet REACH 2, qui était une sorte de réétude de quels sont les produits chimiques autorisés et qui a été bloqué par les lobbies au niveau européen et qui a été reporté sine die. 1 à 3 milliards de manque à gagner pour l'industrie. Le coût en santé publique des cancers, des Parkinson, des maladies neurodégénératives, etc., induit, il est de 10 à 30 milliards d'euros par an. Ça veut dire que même si à court terme, la perte est sèche pour l'industrie, à moyen terme, ça dégage beaucoup plus d'argent pour faire autre chose. Notamment, par exemple, payer l'industriel à rien faire. Donc, on vit sur des incapacités d'anticipation, je le disais, qui montrent bien que la capacité à anticiper est apparue dans une espèce qui n'est pas sélectionnée pour s'en servir. Et qui n'est pas capable de s'en servir. 10 à 30 milliards, c'est 3 fois plus que le manque à gagner. Putain, mais qu'est-ce qu'on attend? Bah, problème de compréhension, problème de la manière dont on regarde ça au global, effectivement, plutôt que de séparer, d'avoir différents ministères, etc. Je voudrais revenir sur l'évolution et sur une des premières croyances que vous traitez dans le livre, qui est « la nature est bien faite ». Donc voilà une phrase qu'on entend souvent et qui pourtant est fausse selon vous. Je voudrais aller là, vous avez dit, voilà, il y a
beaucoup de destruction dans la nature qui arrive. L'évolution est faite d'espèces qui finalement s'autodétruisent, on fait des erreurs quelque part. Enfin, c'est très anthropocentré de voir ça comme ça, mais euh, qu'est-ce qu'on répond à ça en fait? Pourquoi cette croyance est fausse et pourquoi c'est un problème en fait? Et en quoi est-ce qu'elle pourrait nous empêcher de bien comprendre l'enjeu actuel? Il y a une des premières choses, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la nature est belle, et ça, on est sélectionné, nous, pour trouver que la nature est belle, parce que c'est là qu'on vit, et la nature est bien faite. La nature est belle, c'est un jugement esthétique, et je vais vous dire, dans le livre, par exemple, dans tous mes livres, tout le temps, moi, j'incarne ça, je trouve ça super beau. D'accord? Alors, ça veut pas dire que tout est beau. Vous pouvez trouver des poissons, des abysses qui ont des gueules insupportables, et le virus de la Covid fait partie de la nature, et franchement, c'est pas génial. Mais quand même, il y a des trucs absolument de toute beauté dans la nature. Donc, le sentiment du beau, c'est une chose, mais c'est subjectif, et honnêtement, je le partage. D'ailleurs, c'est un bon point d'accès pour rentrer dans l'étude de la nature. Bien. Maintenant, est-ce que le monde est bien fait? Dans un monde où il y a des parasites, je suis désolé, on ne peut pas penser que c'est bien fait. Or, la nature sélectionne les parasites. Je veux dire, l'évolution sélectionne les parasites. C'est une des façons d'avoir des descendants, c'est de parasiter les autres. Le virus de la Covid, par exemple, le SARS-CoV-2. Mais c'est pas tout. Il y a un truc qui est sélectionné dans la nature, et j'explique pourquoi dans le livre, donc je fais un peu de teasing, là, c'est pas la peine que je le détaille, mais par exemple, il y a la mort. Ça vous paraît normal, vous, de perdre ses parents, de finir orphelin, ou pire d'ailleurs, qu'éventuellement les parents perdent leurs enfants avant de mourir eux-mêmes? Non mais franchement, c'est n'importe quoi, c'est pas bien fait, je suis désolé. Et d'ailleurs, si vous trouvez que c'est bien fait, c'est un peu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous êtes habitué à vivre là-dedans, il n'y a que ça, vous finissez par trouver que c'est beau, alors que c'est dur quand même, la vie, le vivant, la nature. Demander à un jeune lapin qui vient de naître et qui a une chance sur 3 de crever, éventuellement les yeux mangés avant de mourir. Oui, c'est Non, violent. C'est violent. c'est ça. Alors, ça peut s'arranger culturellement, on n'est pas obligé de souffrir de ça, on n'est pas obligé de faire de la misère animale sous prétexte que les animaux dans la nature sont miséreux. C'est pas ça l'histoire, mais l'idée c'est qu'en fait, la grande règle du jeu, c'est évolution, et ils survivent qu'il y a des descendants, et ça optimise des choses, mais pas toujours. Et d'ailleurs, des fois, en optimisant des choses, ça en abîme d'autres. Je cite par exemple cette adaptation que ont toutes les populations qui consomment des céréales. Alors c'est un trait culturel de cultiver des céréales et de manger énormément de pain, de gruau, de ceci, de cela. Bon, nous en sommes. Dans ces populations-là, ça a sélectionné les gens qui digèrent mieux l'amidon, et notamment qui ont dans la salive une enzyme qui attaque l'amidon et libère le sucre, pour commencer la digestion très tôt, sachant que les grains d'amidon, ils sont très pelotonnés, donc plus on commence à les digérer vite, plus on a de chances qu'ils seront complètement digérés à la sortie du tube digestif. Donc mieux on récupère l'énergie. Sauf que libérer du sucre dans la bouche, ça favorise les caries. Et c'est dans ces populations-là qu'il y a des caries. Parce que les populations de chasseurs-cueilleurs qui ont un peu de céréales, un petit peu d'amidon, mais pas que dans leur alimentation, qui ont une alimentation beaucoup plus variée, ils digèrent moins bien l'amidon, d'accord, mais ils n'ont pas de caries. Alors ils ont des dents cassées, ils ont des dents usées par l'abrasion, mais les chasseurs-cueilleurs, ils n'ont pas de caries. La carie, c'est un sous-produit de digérer bien l'amidon. Alors, pour faire des descendants, on s'en fout d'avoir une bouche édentée ou des douleurs insupportables. Ce qui compte, c'est de manger bien. Et donc, on est porteur, nous, Européens, d'une sélection qui améliore notre digestion. Ça, c'est clair. Et notre nutrition, mais au prix de souffrances atroces, au moins tant qu'on n'a pas eu de dentiste. Et je rappelle qu'une grande partie de l'humanité, y compris agricole, donc qui mange de l'amidon, n'a pas de dentiste. Et ça fait mal aux dents. Mais on meurt pas d'avoir mal aux dents. Et ça n'empêche pas d'avoir Pourquoi pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre le mécanisme de l'évolution et on peut le détailler aussi, les principes de Reine Rouge, les principes de tragédie des biens communs. Voilà, pourquoi est-ce que vous tenez à clarifier ça? Qu'est-ce que ça va nous donner comme élément de réponse par rapport à ce qu'on vit actuellement? Ça permet de comprendre la mécanique de ce qui se passe par défaut, et éventuellement de la détourner pour s'en servir, pour qu'il se passe ce que l'on veut. Alors, on peut rappeler 2-3 grands principes. Bon, j'ai évoqué beaucoup la sélection naturelle. Il y a d'autres choses que la sélection naturelle, hein, mais c'est quand même une des forces importantes. Il survit ce qui produit des descendants. On n'a que les descendants de ceux qui ont pu vivre dans leur milieu et avoir assez d'énergie pour avoir des descendants. Donc, et des fois, ça entraîne des adaptations superbes. Je veux dire, quand vous voyez l'œil, bon, même si on évoquait tout à l'heure le fait qu'il ne marche pas forcément chez les vieux, et ça, c'est un des trucs qui n'est pas sélectionné, parce que comme les vieux font plus petits, ce qui permet de fonctionner bien quand on est vieux n'est pas sélectionné. Puisque quand on est vieux, on a de fortes chances d'avoir eu des accidents de la vie, et de toute façon, on fait moins de descendants. Donc ce qui permet de marcher quand on est vieux, marche moins bien. Et donc ça sélectionne notamment la mort à la fin. Parce qu'à un moment,
Survivre, ça ne permet pas d'avoir des descendants. J'en reviens à mon idée. La sélection naturelle, c'est une force importante. Mais la sélection naturelle, c'est pas s'adapter seulement au milieu physique et chimique, c'est s'adapter aux interactions. Par exemple, vous commencez à interagir avec des céréales, pof, ça sélectionne la capacité à les manger. Donc, en fait, le principal moteur de l'évolution, c'est l'adaptation aux autres espèces qui évoluent. Et donc qui demandent perpétuellement de s'y adapter. Par exemple, on a très bien vu apparaître de nouveaux pathogènes. Là où la chose devient intéressante, c'est que cette règle d'évolution, elle vaut pour l'évolution biologique, mais c'est la même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je reprends des travaux d'autres gens, mais dans le livre, j'essaie, et dans la conversation qu'on a là, j'essaie de les remobiliser. L'évolution culturelle, c'est la même chose. Vous avez des nouvelles idées qui apparaissent, un petit peu comme dans l'évolution biologique, il y a des mutations, ou des descendants qui sont nouveaux par rapport à leurs parents, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractères que leurs parents. Vous avez de la nouveauté qui se produit tout le temps, de nouvelles idées, des idées anciennes qui sont mal appliquées, vous avez de la variation. Dans toutes ces idées, dans tous ces mécanismes, dans tous ces modes opératoires, ces façons de vivre, il y en a qui sont plus ou moins adaptés, donc les gens les recopient plus que les autres. Par exemple, si vous habitez au deuxième étage, sauter par la fenêtre pour arriver dans la rue, c'est pas sélectionné, hein, les gens qui font ça. Très vite, les gens s'aperçoivent autour qu'il vaut mieux prendre l'escalier. Alors, je force le trait, mais quelque part, on sait très bien que les gens trient pour faire leur vie les idées, et comme ils les incarnent, et ben, d'autres gens ont envie ou non d'ailleurs, Hmm. de reprendre ces idées. Donc il y a aussi de la sélection qui pèse sur les nouvelles idées, et ces idées ne se reproduisent pas à l'identique, parce que n'importe qui a enseigné ou qui a joué au téléphone arabe sait très bien que quand une information passe à quelqu'un d'autre, elle n'est pas vraiment recopiée, elle est un tout petit peu différente, et cette forme différente pourra bien marcher, être sélectionnée ou pas. L'évolution culturelle, ça implique de la sélection, ça implique de la variation, comme l'évolution naturelle. Et donc nous, on est aux confins d'une évolution biologique et d'une évolution culturelle, mais aussi de l'interaction entre les deux, ce qu'on appelle une évolution bioculturelle. Et j'en ai donné un exemple tout à l'heure, à l'instant. Quand je commence, et ça c'est culturel, à cultiver des céréales et à manger plus d'amidon, bah, ça sélectionne la capacité à digérer l'amidon. Et donc, vous voyez que l'évolution culturelle agit sur l'évolution biologique. Donc nous, on se retrouve une fois aux confins de l'évolution biologique, de l'évolution culturelle et de l'évolution bioculturelle, et on a de l'évolution qu'une vague idée de ce que c'est, on ne le pilote pas bien, tout le monde pense que c'est un vague décor alors que c'est un truc usuel, et on fait des conneries, 3 conneries, par exemple. 1. Par exemple, pour éviter d'abîmer les stocks de poissons ou de coquillages, on ramasse que les gros. C'est à ce point que quand vous avez un râteau à coquilles pour racler des coquilles, des coques dans le sable, en Bretagne par exemple, l'écartement des dents, il y a un écartement minimal pour pas prendre les petits. Alors, je suis d'accord qu'il faut laisser des petits pour qu'ils deviennent grands après. Mais si vous faites ça trop longtemps, vous allez sélectionner les nains, parce que les nains, vous les ramassez jamais. Donc si jamais il y a un nanisme génétique, bah, vous allez sélectionner les nains. Et à la fin, vous aurez que des petites coques, ce qui est vraiment pas ce que vous voulez. Donc il faut avoir un autre processus, il faut aussi ramasser les petits, simplement il faut en ramasser pas trop pour qu'il y ait quand même un potentiel de reproduction. Mais c'est un truc important, hein, c'est qu'on a des réglementations qui sont stupides, évolutivement. On a aussi des Hmm. pratiques stupides contre les mauvaises herbes, contre les parasites, contre les bactéries qui nous atteignent. On utilise les molécules qui les tuent une par une. Le bilan, c'est que vous avez un nouvel antibiotique, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Quand même, en France, 100 000 personnes par an qui ont un problème avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. 25 000 morts par an en Europe. C'est énorme. Ces résistances aux antibiotiques, si on donnait 2 ou 3 antibiotiques à la fois, non seulement il n'y aurait pas de triple mutant capable de résister à la fois aux 3 antibiotiques, mais en plus, comme il n'y aurait pas de résistance, on pourrait en mettre moins. Ouais, donc là, Et le troisième exemple, hein, c'est ouais, un allez-y. exemple tout bête, hein, bah, c'est qu'on ne s'aperçoit pas que nous, on n'est pas adapté aux molécules qu'on met dans l'environnement. Et qu'on est en train de se dresser devant nous ce type de mur qu'on ne peut pas contourner, qu'on n'est pas capable de dresser face à nos ennemis. Enfin, pas capable de dresser. Si, la trithérapie, pour sauver les malades du sida, où on emploie 3 ou 4 ou voire 5 molécules à la fois, c'est l'application de ça. Donc ça marche, hein, y a des preuves que ce que je raconte, c'est pas des trucs planants. Mais vous voyez que finalement, à ne pas faire de l'évolution en outil, on finit par se retrouver le lendemain à avoir perdu nos atouts, perdu nos antibiotiques, ou perdu nos molécules de lutte contre des organismes dont on ne veut pas dans les champs.
Et comme vous le dites, le problème vient du décalage aussi entre l'évolution culturelle et naturelle. C'est-à-dire que pendant l'essentiel de notre histoire, en fait, les choses se passaient suffisamment lentement pour qu'on n'ait pas besoin de comprendre cette notice, parce que finalement, on n'était pas en capacité de modifier notre contexte, et que donc on évoluait doucement avec le contexte, que la couleur de peau évoluait, que, comme vous dites, la capacité à digérer certaines choses évoluait, etc. Et là, le drame, c'est que comme culturellement, on a reproduit aussi, enfin, il s'est passé on a les mêmes mécanismes de reine rouge, c'est-à-dire de compétition qui fait que ce sont les plus forts, entre guillemets, qui sont sélectionnés, ou la culture la plus efficace qui est sélectionnée. On est devenu tellement puissant qu'on en vient à modifier l'environnement beaucoup trop rapidement pour qu'on puisse s'y adapter. Et on a gardé ce rapport au monde, en fait, ne nous permet pas qui nous a fait oublier d'une part qu'on dépendait de la nature, qui nous a mis en dehors et au-dessus de la nature. Vous citez le cogito de Descartes, je pense donc je suis, et vous proposez plutôt je mange donc je suis. Oui, je Et suis cependant, donc je suis, oui. voilà. Je voudrais qu'on qu'on reste un petit peu là-dessus sur quel est le problème qu'on a aujourd'hui par rapport à cette vision de la nature qui s'est construite. Et aussi faire la différence, le distinguo entre cette évolution culturelle et cette évolution naturelle de l'homme qui nous amène à la situation qu'on a aujourd'hui. Et je m'explique. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on descend, notre culture, notre civilisation telle qu'elle est, descend de ceux qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire les cultures les plus violentes qui ont détruit les autres, ceux qui ont la capacité à prendre le plus de risques ou pas, voilà, une certaine vision du monde qui a été sélectionnée presque naturellement au travers de ces mécanismes-là. Il y a une compétition entre les cultures. On voit très bien comment certaines cultures, notamment anglo-saxonnes, mais plus globalement occidentales, supplantent d'autres cultures. Regardez en Amérique du Sud, regardez en Chine. Des cultures locales, il ne reste plus grand-chose souvent. Aucune teinte, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu de métissage. Mais dans ce métissage, la part du local historique est très faible. Donc oui, il y a une compétition entre les cultures. Bon, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus et qui montre à quel point l'accélération culturelle permet de gagner. C'est Jared Diamond, dans Gun, Germs and Steel, de l'inégalité entre les sociétés en français, un livre que je recommande beaucoup, dont je m'inspire en partie dans certains chapitres. Ça, c'est sûr. Alors, la culture européenne, elle s'est montée avec en autostop ceci, dont je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'a rendu efficace, à quel point ça fait partie de ce qui l'a rendu efficace, mais en tout cas, elle s'est montée effectivement avec une opposition au monde, qui remonte d'ailleurs assez longtemps, parce qu'il y a déjà une espèce de subordination dans cette idée que l'homme est le jardinier du monde, et ça c'est le vieux fond judéo-chrétien. Ça va effectivement s'amplifier à l'époque classique et médiévale, avec cette idée que l'homme domine le monde et que le monde est à part de l'homme. Et à l'époque des Lumières, par exemple, la société et la nature commencent à être vraiment des choses très 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 distinctes. Et c'est Philippe d'Escola qui insiste beaucoup sur le fait que voilà, la cosmogonie européenne, elle sépare l'homme du monde. Et dans cette séparation, nous on est héritier de petites bribes de l'Antiquité et judéo-chrétienne qui nous disent, et puis nous dessus. C'est ce qu'on appelle l'échelle des êtres. C'est quelque chose que peu de gens connaissent. C'est une idée qui court de l'Antiquité à la période médiévale, où il y a une hiérarchie entre les êtres vivants. Les plantes sont en dessous des animaux, dans les animaux, les coquillages sont en dessous des serpents, des oiseaux qui sont en dessous des hommes, par exemple, hein, je donne des exemples. Et et dans la version chrétienne, au-dessus, il y a les anges et Dieu. Mais dans la version pas chrétienne, qu'on a à partir de l'époque des Lumières, à partir du XVIIIe, eh bien, l'homme est au sommet d'une sorte de hiérarchie. Et cette position singulière, plutôt au-dessus, et en tout cas relativement indépendante, avec cette idée qu'une société peut être autonome, qu'on doit être autonome quand on est un homme, elle nous cache complètement les dépendances. C'est au point que finalement on finit par avoir des mots comme il y a une crise environnementale ou il y a une crise de la biodiversité, alors que la biodiversité elle n'a cessé de varier au cours de l'histoire, en nombre d'espèces, en diversité génétique. Elle s'est toujours redressée quand il y a eu un effondrement. À la fin du Permien, 95% des espèces terrestres disparaissent. Il y en a toujours eu après, hein. Ça prend quelques millions d'années. Ah oui, mais juste maintenant, s'il y a une crise de cette ampleur-là, nous, on risque de perdre des espèces dont on a besoin, soit directement parce qu'on les mange, par exemple, soit parce qu'elles contribuent à faire notre environnement, par exemple, des espèces qui attaquent les roches au sein des sols pour libérer des sels minéraux, ce qui permet aux plantes de se nourrir.
Ça, c'est des espèces de microbes. Donc l'idée, c'est que la crise actuelle n'est pas une crise environnementale, n'est pas une crise de la biodiversité, c'est une crise de l'humanité. Et quand on dit il y a une crise de la biodiversité ou de l'environnement, on projette sur ce compartiment extérieur ce qui est en fait profondément intime. Et je donne d'ailleurs un exemple de crise de biodiversité super intime, c'est qu'aujourd'hui on sait que beaucoup de maladies du métabolisme, beaucoup de maladies du système immunitaire, beaucoup de maladies du système nerveux, allez on en cite quelques-unes, diabète, obésité, maladie de Crohn, asthme, allergie, troubles autistiques, Parkinson, burn-out, une partie des causes, parce que c'est compliqué, hein, il y a des causes génétiques, environnementales, mais une partie des causes, c'est la réduction de biodiversité des microbes de notre tube digestif, de notre poumon et de notre peau, ce qu'on appelle le microbiote. Alors on peut dire qu'il y a une crise du microbiote aujourd'hui qui est 1,5 à 3 fois moins varié qu'il ne l'était chez nos ancêtres ou qu'il l'est chez des gens qui vivent en Amazonie, complètement pas à l'occidental, avec au passage plein de maladies qu'on veut plus. Mais bon. Il est 1,5 à 3 fois moindre que ce qui permet de marcher bien, parce que ces microbes sont des copilotes de notre organisme et ils interviennent dans notre métabolisme, dans le fonctionnement du système immunitaire ou dans le fonctionnement du système nerveux. Voilà un endroit où la chute de la biodiversité nous abîme directement. Il n'y a pas une crise du microbiote, c'est une crise sanitaire. Un Européen sur 4 est atteint de ces maladies. Bon, alors, cette dissociation homme-nature avec l'idée que l'homme est supérieur à la nature, ça ne marche pas. C'est la poule et l'œuf. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, et il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Est-ce qu'on peut rester un peu sur cette idée d'interdépendance, parce qu'elle est souvent mal comprise. On se rend pas compte, par exemple, qu'effectivement, c'est pas si évident que ça de faire la différence entre ce qui est à nous, ce qui fait partie de notre corps, et tous ces organismes qui sont totalement indispensables au fonctionnement du corps et qui sont quelque part extérieurs, qui nous viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez en tête pour illustrer cette idée de lien profond entre le fonctionnement de nos corps et ce qui nous entoure? Bon, je peux prendre un exemple pour rigoler. C'est Matt Damon, hein, seul sur Mars. Il n'est pas seul. Il est avec des patates. Et même, il a ouvert les sacs de crottes de ses coéquipiers pour avoir de la matière organique et des bactéries à mélanger au sol, parce que sinon, les patates ne poussent pas. Je vous rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans les sols, c'est des microbes qui attaquent les roches pour libérer les sels minéraux. C'est pas les plantes. Donc, Matt Damon, il n'est pas seul sur Mars. C'est faux. Faites-vous rembourser votre ticket. C'est honteux. Le contenu ne correspond pas au titre. Alors, plus sérieusement maintenant. J'ai pris l'exemple de ces microbiotes qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on nourrit, qu'on héberge, mais qui en échange émettent des molécules et régulent notre, je le répète, notre métabolisme, notre système immunitaire et notre système nerveux. C'est pas qu'ils font tout, mais c'est qu'ils contribuent à ce que ça marche bien. Ça, ces écosystèmes-là, on peut pas les voir parce qu'ils sont trop petits. Mais on oublie totalement, et ce sera mon deuxième exemple, les écosystèmes externes auxquels nous sommes liés et dont nous dépendons des espèces. Par exemple, les champs ou les rivages sur lesquels on pêche nos poissons. Alors ça, on les voit pas parce qu'ils sont loin. Et dans la civilisation actuelle, ils sont de plus en plus loin parce qu'on est de plus en plus urbain. On compte qu'au niveau global, la distance de l'habitat aux zones de nature spontanée les plus proches, je ne parle pas de jardin ou de géranium sur le balcon. En 20 ans, cette distance-là, pour l'humanité en moyenne, elle a augmenté de 640 mètres. Et cette distance est de 16 km en moyenne en France, 22 km en Allemagne. Donc, en quelque sorte, l'endroit où on produit la nourriture, qui est parfois encore plus loin que le plus proche endroit de nature spontanée, il n'arrête pas de reculer. Donc, on ne le voit pas. Or, on est vraiment dépendant de ce qu'on mange. Je veux dire, par exemple, que quand vous mangez de la salade ou quand vous mangez une dinde, il est dans un écosystème où vous êtes un consommateur, donc vous êtes dans cet écosystème, vos gestes d'achat font des choses dans cet écosystème, et cet écosystème fait des choses avec lesquelles vous avez un lien intime. Vous les mettez dans votre tube digestif, une partie de leur matière et de leur énergie vous pénètrent et font votre chair et votre énergie. C'est super intime. Et la preuve de ça, c'est que quand on fait mal les choses là-bas, ça se passe mal en nous. Par exemple, quand vous mangez des produits de l'agriculture conventionnelle, vous êtes riche en pesticides. Et vous rendez-vous compte qu'on trouve encore dans la moitié des Français du lindane, alors qu'il a été interdit en 1998, un insecticide donc assez mauvais pour les insectes notamment, mais pour les animaux en général, donc nous aussi, on a encore la moitié d'entre nous sont contaminés parce qu'il en reste plein dans les environnements où sont produits nos aliments.
On met des engrais sous forme minérale avec du phosphate minier qui est contaminé au cadmium. Le bilan, c'est que les Français, vous avez la moitié des Français qui sont en surdosage de cadmium. On mange en moyenne, si on mange conventionnel, parce que si vous mangez bio, les engrais sont amenés sous forme de matière organique, donc il n'y a pas cette pollution des phosphates miniers par le cadmium. Si vous mangez conventionnel, eh bien vous mangez 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS. Et donc ce cadmium en vous, ça explique l'augmentation de 3% par an de cancer du pancréas, c'est probablement la cause de la moitié des troubles ostéoporotiques des femmes ménopausées parce que ça s'oppose à la calcification et à la fabrication des os. D'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des enfants qui ont des boîtes crâniennes trop petites à cause de ça. Et puis, pour terminer, ça fait des problèmes hépatiques et rénaux graves. Donc c'est vraiment une saloperie qu'on met là-bas et qui en fait vous impacte vous. Vous le sentez le lien. Alors maintenant, réciproquement, je prends souvent la métaphore de la chaussette. C'est bête que j'en ai pas une sous la main. Pour vous montrer ça, quand elle sort de la machine où vous l'avez retournée pour la nettoyer, la broderie fait des tas de trucs poilus, ça ressemble à rien, elle est tout en vrac. Ça, c'est ce que je viens de vous décrire. C'est ces liens qui nous abîment, nos liens non microbiotes pas gérés, nos liens aux écosystèmes externes pas gérés. Maintenant, vous retournez votre chaussette, vous l'aplatissez un petit peu, et vous voyez apparaître le motif, Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est tout beau, vous l'avez bien lissé, vous la pliez, elle est toute belle. Mettez ça à l'envers. En gros, en creux, il y a des règles de gestion qui émergent, et il y en a une notamment qui va émerger, c'est que on peut aussi nous des choses pour ces écosystèmes. Comment ne pas utiliser, ou comment utiliser moins d'engrais minéraux? Notre urine contient 4 grammes par litre d'azote et 1,5 g par litre de phosphore. Pourquoi ça ne retourne pas dans les champs? Nous pissons et nous chions, parce qu'il y en a aussi un peu dans les crottes. Entre 20 et 40% des besoins de l'agriculture en azote et en phosphate. Je rappelle que notre agriculture exporte en gros la moitié de ce qu'elle produit en calories. Donc si on était juste en autarcie, on pourrait dire qu'on produit entre 40 et 80% des besoins de l'agriculture. Mais comme on produit, ça fait que 20 à 40%. Et alors, au lieu de remettre ces engrais, cette matière-là, j'ai même pas parlé des 100 kilos d'ordures ménagères biologiques qu'on sécrète par an. Bon, où il y a aussi de l'azote et du phosphate. Au lieu de remettre ça dans les champs, on met dans les champs des formes d'engrais toxiques, et nous, on paye pour les ordures ménagères et on paye pour les eaux usées pour disperser ça dans la nature sans que ça fasse trop de dégâts. C'est complètement aberrant. Il faudrait que cet argent serve juste à ce que nos déchets soient des solutions pour ces écosystèmes. Vous la sentez, la chaussette retournée, là? Le déchet n'est plus quelque chose qui a déchu, c'est quelque chose qui a un avenir. Et par boutade, j'aurais évoqué quand même la pensée d'Hundertwasser, cet architecte viennois, qui dit « L'homme a longtemps cherché l'éternité sans s'apercevoir qu'elle était au fond de la cuvette des chiottes. » Je prends à dessein les mots qu'il utilise, parce que son manifeste dans lequel il dit ça s'appelle Scheißkultur, la culture de la merde. En gros, effectivement, l'éternité dans la cuvette des toilettes, parce que l'azote et le phosphate qui sont là, ça peut refaire pousser des plantes, renourrir des animaux et renourrir des hommes. Et ça, on a complètement perdu le sens de ça. On l'a perdu parce qu'historiquement, les déchets des villes fertilisaient la campagne. Voilà encore et puis aujourd'hui, on est enfermé dans une structure de business pétrochimique. Donc, il y aurait un coût à sortir de ça. C'est la complexité à sortir de ce qu'on a créé aussi. Alors Julien, c'est vrai qu'il n'y a pas que des obstacles de compréhension derrière ça. Il y a aussi que tout ce qu'on a mis en place et toutes les infrastructures qu'on veut rentabiliser ne nous préparent pas du tout à utiliser ça. Mais il y a un avenir, il y aura un demain. Et ce demain, il faut peut-être composer un peu plus autour de ça. Je voudrais que vous nous fassiez un peu partager aussi la beauté dont on a parlé, en tout cas la fascination que vous avez pour le vivant. Peut-être d'abord en repartant sur les principes d'évolution, puisqu'on présente souvent l'évolution comme un processus du simple vers le complexe, avec tout en haut les humains, en fait. Comme on nous dit souvent, c'est quand on a l'échelle des êtres et qu'on applique l'évolution dessus, on se dit, voilà, les simples... On est les plus évolués. Voilà. Et là, on se retrouve encore en haut, puisque nous, on se voit comme les plus complexes. Et c'était mon interview avec James Bridle où il citait ça, qui a travaillé sur le vivant et l'intelligence du vivant. On va revenir sur le terme, qui disait finalement, on a une autre manière de voir ça, c'est que de se dire que everything is equally evolved. Tout a eu le même temps pour évoluer et que donc il n'y a pas d'être plus évolué. Est-ce que... il affiche raison. De toute façon, tout le monde évolue aussi longtemps. Voilà. Il évolue dans le concept commun. Donc là, c'est clair.
Et donc là, il y a un élément de compréhension intéressant que vous partagez dans votre livre, qui est que on va pas vers toujours plus de complexité, qu'il n'y a pas cette idée qu'il y a une hiérarchie dans l'évolution. Donc est-ce que vous pouvez parler un peu de ça, et parce que je pense que c'est intéressant de déconstruire ça, parce qu'évidemment, on a tendance à, ça fait partie de cette idée que l'homme est en dehors de la nature et qu'on est la création ultime, l'évolution ultime. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement vers quelque chose dans l'évolution et qui plus est un mouvement vers nous, en fait? Ben, pas vraiment. Disons que nous sommes un des mouvements de l'évolution, c'est clair, hein, on est apparu. Mais on n'est pas obligé de faire plus complexe. Alors, il y a en fait autour de la complexité deux idées différentes. La première, c'est que la complexité peut être cachée. Et, alors j'en parle pas trop dans le livre, mais on peut en parler entre nous là. Une des choses, moi, qui me fascine, et qui a une forme d'esthétique pour qui l'étudie, mais c'est moins facile peut-être à partager avec des gens qui sont pas un peu biochimistes, c'est la façon dont certaines bactéries arrivent à avoir des moyens de faire de l'énergie absolument extraordinaires. On a qui font réagir l'hydrogène et le CO2 pour obtenir de l'énergie. C'est d'ailleurs les bactéries qu'on a dans les méthaniseurs, parce que le déchet, c'est le méthane. Voilà, et on en a d'autres qui font rouiller le fer. C'est d'ailleurs elles qui ont fait un festival, sans doute, quand la photosynthèse a été inventée, et qui sont bien pour lécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fer. Et que ça empêche les bactéries qui produisaient de l'oxygène de continuer à faire de la photosynthèse. Mais en tout cas, y a des bactéries qui oxydent le fer, et la rouille, ça se fait spontanément, mais beaucoup plus lentement, en réalité, que quand il y a ces bactéries qui s'installent et qui aident la rouille à se produire et qui vivent de ces réactions-là. Et quand vous regardez bien, il y a en fait une complexité dans des bactéries ou des petits organismes qui sont faits de cellules uniques et toutes petites, qui sont notamment des systèmes immunitaires incroyables, euh, qui notamment sont capables de mémoriser l'ADN des maladies qu'ils ont eues en l'intégrant dans leur ADN, de façon à ce que si un ADN semblable rentre, il soit immédiatement détruit. C'est-à-dire qu'il y a des processus de mémorisation des attaques, de mémorisation chimique. Hein. C'est pas de la mémorisation consciente, on est d'accord. Donc il y a des fois une complexité qui ne se voit pas. La complexité, c'est pas que la forme, c'est aussi la façon de fonctionner. Quand vous regardez la façon dont est fait le génome du virus de la Covid, c'est trop bien, quoi. L'ensemble des gènes est lu d'un trait, et à chaque moment, la lecture peut s'arrêter. Et les gènes sont classés par ordre de quantité de produits nécessaires. C'est-à-dire qu'au début, il y a les gènes dont il faut beaucoup de produits, donc qui sont toujours lus. Puis vers la fin, il y a ceux qui sont moins lus. Et comme le décrochement se fait, hein, on arrive moins souvent à les lire. Et du coup, eh bien, on se retrouve avec un système dans lequel les produits de ces gènes sont moins abondants et correspondent en fait à l'abondance souhaitée. Non, il faut pas, parce qu'on est gros et complexe, imaginer que cette complexité morphologique est la seule du vivant. Mais surtout, des fois, faire simple, ça marche mieux. Alors ça veut dire rester simple ou redevenir simple. Alors, par exemple, les champignons sont faits de filaments qui font des réseaux complexes qu'on appelle les mycéliums. Et ben, il y en a qui, dans les zones où il y a de l'abrasion, où il y a beaucoup de liquide, ils redeviennent unicellulaires. C'est-à-dire que quand les cellules se divisent, au lieu de faire un début de filament, elles se séparent. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les levures. C'est ce qui est adapté à faire du pain. Nous, on en a sur la peau, qui font partie de notre microbiote, justement, ces microbes qui nous aident à être en bonne santé, des malacésias en l'occurrence. En fait, on peut être plus simple, morphologiquement, ou même plus simple chimiquement. Et je vais vous donner un exemple d'une grande réussite biologique, qui est une bactérie toute simple, Escherichia coli. Vous et moi, on en a dans le tube digestif plusieurs dizaines, si ce n'est plusieurs centaines de millions. Donc, il y en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions de fois plus que d'humains. Et puis comme on en a dans les animaux, en fait, il y en a encore même beaucoup plus. Et dans le tube digestif des animaux, hein, Escherichia coli, c'est une toute petite cellule avec avec un tout petit peu plus du tiers de nos gènes, en nombre de gènes, un fonctionnement relativement simple, quelques mécanismes un peu bien parce qui permettent à un petit flagelle de les déplacer vers des sources de nourriture, mais honnêtement, voilà, il n'y a pas besoin d'être complexe. Et ça, Darwin l'avait repéré. Il avait dit Oui. que la simplicité des microbes était sans doute leur façon d'être adaptés. Oui, donc y a pas, on voit que ce qui compte, c'est l'adaptabilité. Et quand on pas... regarde les trajectoires évolutives des organismes, on voit des régressions de la complexité. Par contre, il y a un truc qui est trompeur, et Stephen Jay Gould, un grand évolutionniste américain, le souligne, c'est que comme les espèces ont des trajectoires erratiques, elles peuvent devenir plus ou moins complexes.
Mais donc, il y a toujours un moment où une espèce devient plus complexe que ce qui existait avant. Et donc, quand maintenant vous regardez toute la biosphère, la complexité maximale augmente. Non pas qu'il y ait une tendance de chacun à devenir plus complexe, mais que dans l'exploration à partir d'un point de niveau plus complexe ou moins complexe, vous finissez par arriver à du plus complexe qu'avant, par hasard. Pas nécessairement. Mais du coup, il y a une tendance à ce que de plus en plus, on ait des organismes complexes. Mais ils ne sont pas nécessairement, ils peuvent redevenir plus simples. Alors toujours dans cette idée de communiquer un peu votre fascination, vous parlez des plantes en particulier et du fait que on a tendance à utiliser le mot intelligence, intelligence du vivant, parce qu'en fait on ne sait pas trop quoi dire. Et vous préférez le terme donc d'adaptabilité ou même de plantalité. Est-ce que vous pouvez parler de ce principe, de cette idée que on ne sait pas, ça nous échappe en fait. On ne peut pas penser ce qu'est être une plante. Et voilà, qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? C'est vrai qu'il y a toute une littérature qui a révélé l'intérêt pour les plantes, qui sont absolument partout, hein. Si je regarde mon balcon, il est ouvert, hein. Donc il y a des plantes partout, mais on finit par plus les voir. Et cette littérature, elle a réveillé la plante en lui donnant des attributs, ou en montrant qu'elle avait des attributs qui ressemblaient aux attributs humains ou animaux. De la mémoire, de la coopération, de l'entraide. euh. Alors, ça, c'est vrai que ça a réveillé les gens. Pourquoi? Parce que, évidemment, on s'intéresse beaucoup à nous-mêmes. Alors, découvrir que les plantes ressemblent à nous-mêmes, waouh! Mais en fait, ça, c'est hyper anthropocentrique. Et ça n'explique pas du tout ce que sont les plantes en elles-mêmes. Et c'est un des moments dans le livre en particulier où je me lâche un peu, je raconte ce que c'est qu'une plante pour montrer combien c'est beau en soi-même, juste pour faire un peu de teasing. Dans une plante, il n'y a pas vraiment de cellules, et donc transmettre de l'influx nerveux d'un bout à l'autre de la plante, ça ne demande pas de neurones, donc elles arrivent à transmettre des signaux électriques, même sans neurones, et comme il n'y a pas vraiment de cellules, il n'y a pas de cancer. Personne ne raconte ça. Tout le monde dit oui, la plante est intelligente, et donne des exemples de moments où il y a des trucs qui ressemblent à de la mémoire, alors que c'est sans doute, ça c'est complètement inconscient. Bon, en fait, ces métaphores-là ne sont pas libératrices, parce qu'elles ramènent l'auditeur à ce qu'il est, au lieu de le pousser vers ce qu'il n'est pas, et en particulier vers ce que sont les plantes en elles-mêmes. Quand vous taillez une plante, vous pouvez avoir l'impression, quand vous voyez les gens tailler à la tronçonneuse des platanes sur une avenue, vous avez l'impression d'une mutilation. Et c'est pas du tout le cas. Vous, si on vous taille un bras à la tronçonneuse, c'est une mutilation. Oui, ça va pas repousser. Mais les plantes sont faites, comme elles sont pas mobiles, pour repousser quand elles sont blessées par le vent, par le poids de la neige, par une maladie qui atteint une branche et qui la fait casser. Voilà, elles sont faites pour repousser. D'ailleurs, elles sont très très modulaires, hein. Une plante, hein, c'est un truc, c'est un bout de tige avec une feuille, et vous répétez ça une fois, sachant que la feuille tombe rapidement, et le bout de tige ensuite ne fait que s'épaissir. C'est pour les parties aériennes, ça. Mais la croissance des racines est très répétitive aussi, et c'est pareil pour les racines. S'il y a une taupe qui passe en détruisant une racine, ça repousse. Donc, si vous arrêtez une métaphore anthropique, la taille est une mutilation. Si vous avez compris que ça fait partie de la biologie de la plante, il ne vous reste plus qu'à tailler bien. À la bonne saison, avec une taille nette, surtout pas à la dépareuse ou avec ces outils qu'utilise la voirie, là, qui arrachent les branches. Bon, alors là, c'est l'horreur totale. Mais donc, il y a une façon de bien tailler, mais tailler n'est pas contre nature. Voilà. Et ce que je veux dire plus globalement, c'est que non seulement ces métaphores d'intelligence, des champignons, moi-même, je dirais pas où, mais je suis interrogé dans un chapitre de livre où on parle de l'intelligence des champignons. Bon, j'en suis pas très fier parce que non seulement ça permet pas d'aller au fond de ce que sont les choses et à quel point finalement de comprendre à quel point elles sont différentes de l'animal. Et par exemple, comment les plantes ne s'expliquent pas par l'animalité, mais par ce que j'appelle la plantalité, c'est-à-dire ce qui leur est propre. Il y a une champignonalité, il y a une bactérialité, il y a tout ce que vous voulez, hein. Mais en plus, il y a un problème, c'est que quand on utilise ces mots-là, en fait, si vous remplacez dans vos lectures intelligence des plantes par adaptation des plantes, vous avez tout le sens. Vous avez plus que le sens. Parce que par adaptation, on comprend très bien ce qui se passe. Ces mécanismes assez complexes qui, chez les plantes, peuvent faire vaguement penser à de l'intelligence chez nous, sont juste des adaptations dans l'évolution. C'est-à-dire que celles qui portaient ça ont eu plus de descendants que les autres, parce que ça marchait mieux. Et donc, si je remplace intelligence par adaptation, non seulement ça a du sens, c'est moins anthropomorphique, mais surtout, ça explique le mécanisme. Alors évidemment, ça fait peut-être moins vendre, et il faut peut-être plus de dons
et peut-être moi-même je ne les ai pas assez pour donc ne pas résoudre le problème, mais il faut Mm. peut-être un peu plus de finesse pour arriver à vendre ça aux gens. Mais ce qu'on vend aux gens est de meilleure qualité. Mm. Et quelque part, pour moi, la vulgarisation, c'est pas juste se faire le malin en vendant 30 millions de bouquins. Moi, j'ai toujours évité. Je pense que le cœur de la vulgarisation, c'est de proposer aux gens une vision du monde qui leur permette d'agir mieux et de comprendre mieux. La Mm. conclusion du bouquin de Peter Wohlleben, c'est qu'il faut faire attention. Et notamment, il propose à la fin de son livre d'arrêter le débardage, c'est-à-dire l'extraction des troncs d'arbres mécaniques, et de remplacer ça par le cheval. Moi, il se trouve que j'ai été ingénieur des eaux et forêts, très très brièvement, au tout début de ma carrière, et que j'ai travaillé dans des forêts où il y avait encore des ouvriers forestiers qui avaient débardé au cheval, et qui avaient des taux d'invalidité pas possibles, parce que quand un cheval remorque avec des câbles un morceau de bois et vous écrabouille avec le câble contre un autre arbre, vous pouvez plus arrêter le cheval parce que vous êtes en train de crever, écrabouiller, et donc ben, vous perdez une jambe ou un bras. Voilà la réalité. C'est qu'on finit par ne plus aimer l'homme, à force de vouloir aimer les plantes et les écosystèmes comme des choses humaines. Bon là, j'ai même donné un nom, hein, de Mm. coupable. Et je dis coupable, parce que dans ce livre, par exemple, on apprend que les pivers, ils tapent sur les arbres pour sucer la sève des arbres. Alors, ils doivent être cons, les pivers, parce qu'ils tapent sur les arbres morts aussi. Comme vous le savez, sans doute, ils extraient des insectes. Ben, dans le livre de Peter Van Eben, les pivers, ils sont à la catégorie, enfin, ils sont juste après les pucerons. Sérieusement, à un moment, il faut se rendre compte que certains livres ont une certaine toxicité parce qu'ils ne libèrent pas l'avenir. Et voilà, et le drame, c'est que ceux qui écrivent des livres qui libèrent l'avenir, dont moi sans doute, ils les écrivent tellement mal que l'avenir n'est Mm. pas libéré non plus. Il va falloir qu'un jour on arrive à avoir une bonne vulgarisation. Alors, on va essayer d'aller sur ces questions de libération de l'avenir, mais en revenant peut-être sur la place de l'humain dans tout ça, en fait. Est-ce qu'on Mhm. peut... donc on va dire que l'humain est un produit de l'évolution, voilà, notre espèce Homo sapiens, Indéniablement. à un moment donné, s'est adapté à son milieu et a évolué, et puis il y a ce truc-là un peu original qui est apparu, qu'on va appeler conscience, qui lui a permis d'avoir une stratégie particulière parmi tous les autres vivants, et de créer des outils, et puis de développer le langage, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et de développer une forme de connaissance qui donne un certain pouvoir sur le monde, qui fait que, quelque part, on pourrait presque considérer que l'humain a joué et gagné au même jeu que toutes les autres espèces, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu de la vie, s'est adapté, et puis il a gagné dans le sens où, en tout cas, si on regarde la photo d'aujourd'hui, bah, il occupe toute la place. Voilà. S'il y a une compétition quelque part, on continue d'être aidé par d'autres espèces dont on dépend consciemment ou non, voilà, mais pour Ah, on nous l'instant, tout est permet bien comme encore ça. de plus trop gagner. En 2022, l'espérance de Bah, vie en bonne santé a régressé en France. exactement. Donc ça serait la question, c'est-à-dire que est-ce que de dire ça en fait, d'avoir la vue courte et de ne pas regarder ce qui est en train de se jouer? Est-ce qu'il y a un problème éthique, un problème de stratégie à court terme, à long terme, dans notre manière de faire, notre manière d'être au monde en fait? Ça, Quel est l'enjeu actuel en fait? parce qu'en fait, ce qui est sélectionné, c'est le court terme, comme dans l'évolution. Dans notre culture aussi, ce qui est sélectionné, c'est ce qui marche à court terme, même si ça abîme le long terme. Je veux dire, à un moment, les bactéries qui ont inventé la photosynthèse, ça marchait à court terme, même si ça a foutu en l'air le long terme. Et même dans nos pratiques culturelles, si vous pouvez faire beaucoup de blé en faisant des conneries à un moment donné, ben vous êtes le roi du pétrole. Pour le coup, d'ailleurs, c'est le cas des rois du pétrole. C'est des conneries à long terme. Que ça serve à faire des microplastiques ou des carburants qui font du CO2. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut comprendre. Alors, comment on peut inverser ça? Je creuse. Alors là, je suis en train de libérer une de mes grosses cartouches, mais je veux vraiment la partager avec vous. euh, Parce que à la fin du livre, j'étudie un point qui est le tabou. Ça vient à l'idée de personne de se mettre tout nu dans la rue. D'accord? Ça tue qui? Qui peut mourir d'avoir vu un autre humain nu? Bizarrement, par contre, même si c'est mal, c'est pas un tabou de jeter un morceau de plastique par la fenêtre de sa voiture. Bah voilà, nos tabous servent à rien. Nos tabous servent à rien. J'ai pas dit que tous nos tabous servent à rien. Le fait d'avoir des tabous autour de tuer les autres ou ok, mais on vit avec des tabous largement pas pilotés. Or, je pense qu'on peut bricoler une génération qui ressent comme un tabou, et d'ailleurs c'est
Sur le climat, par exemple, on voit très bien que les générations ont changé. On peut construire une génération qui conçoit comme un tabou de jeter un déchet non recyclable. C'est-à-dire que non seulement, soit vous vous sentez mal à le faire, mais si quelqu'un vous veut le faire, il vous colle un pain dans la gueule. Ou tout le monde trouve très normal que la police intervienne et vous colle en tôle. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que, là encore, c'est encore des moments où on se pilote pas du tout. Et je pense que la solution est largement éducative. Je suis pas enseignant pour rien. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là des problématiques auxquelles l'humanité entière est confrontée, que par de dynamique des systèmes, ou même vous en parlez de dynamique de l'évolution, de la reine rouge, la compétition économique, la compétition vers la quête de puissance, etc., ou encore la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui veulent arrêter, ceux qui veulent ralentir, se trouvent pris dans un jeu de puissance qui fait que, inévitablement, on finit par disparaître et par perdre. C'est eux qui perdent. Oui, c'est ça la tragédie des biens communs. Alors, vous remarquez que depuis tout à l'heure, juste un point technique, vous avez prononcé Reine Rouge, vous avez prononcé Tragédie des biens communs. Moi, je les introduis dans le livre, mais là, je sais très bien que mes auditeurs, bruts comme ça leur dit rien. Donc, plusieurs fois, j'ai parlé de ça sans donner le nom. D'accord. Parce que j'ai pas pensé que c'était important d'avoir le nom, mais j'ai quand même identifié le fait que dans l'évolution des autres espèces autour était le moteur principal de la nécessité de s'adapter, c'est la théorie de la Reine Rouge, et depuis tout à l'heure, on parle de la tragédie des biens communs, qui est qu'en fait, quand on a des biens communs, comme par exemple l'avenir, celui qui engrange des bénéfices tout de suite, il y gagne tous les bénéfices, alors que la façon dont ça abîme l'avenir, c'est partagé entre tous. Et d'ailleurs, vous serez peut-être moins abîmé parce que vous aurez engrangé plus que les autres. Hein, les riches, par exemple, les très très riches, ils ont des îles équipées pour vivre en autarcie au milieu du Pacifique, où ils se réfugieront si ça merde. Et quelque part, ils ont acquis cet argent, souvent, en vendant de la merde. En vendant ce qui provoque la catastrophe. Vous y êtes? J'ai pas dit que tous les riches étaient des bandits. Mais il y a quand même, quand on creuse, beaucoup de fortunes qui sont construites, hein, sur une exploitation de l'avenir, en fait. C'est-à-dire sur des choses qui abîment l'avenir. Bien, alors revenons à ce qui nous intéresse. Derrière ces mots-là, que j'essaie de ne pas utiliser, sauf quand je suis dans le contexte d'un livre où je peux à la fois les avoir introduits et ensuite avec un mot réunir plein de phénomènes sous un seul chapeau, mais ces phénomènes-là, ce sont surtout des mécanismes. Et c'est ces mécanismes qu'il faut expliquer. Et non seulement il faut les expliquer au travers des sciences du vivant, mais comme en fait l'évolution culturelle, vous voyez, là la tragédie des biens communs, c'est quelque chose qui existe en biologie. C'est comment certains organismes peuvent bousiller, parce que ça les sélectionne à court terme, l'avenir. Ça existe en biologie, mais ça existe aussi en sociologie, en économie. Il y a une blague d'ailleurs que je vais vous raconter juste après sur cette histoire-là. Mais bon, ça existe dans l'évolution culturelle. Et donc, l'évolution culturelle, elle est largement forcée par l'évolution des autres. Aujourd'hui, la façon dont les Chinois restructurent leur industrie nous pousse à restructurer nos réglementations, notre industrie. C'est pareil, ça c'est la Reine Rouge, c'est l'évolution des autres qui vous oblige à évoluer culturellement. Donc, ces espèces de règles transcendantes, il faut que les mécanismes soient acquis dans l'enfance. Et pour ça, bien sûr, il faut plus de choses de vivants, mais comme on voit bien qu'ils expliquent des choses en économie, en politique, en géopolitique, en sociologie, il faut beaucoup plus d'interdisciplinarité dans la formation pour que justement les héritages des matières résonnent entre elles. Et pour ça, il faut arrêter les conneries. La tragédie des biens communs, cette idée que le succès à court terme peut s'obtenir au détriment du long terme ou du bien commun. Par exemple, il ne reste plus beaucoup de poissons à pêcher, il ne faut surtout pas les pêcher. Sauf que si vous les pêchez tout de suite, vous les vendrez très cher parce qu'il n'y a plus beaucoup de poissons. Et puis après, vous serez à la diète comme les autres. Ce mécanisme-là, il y a des sociologues, allez voir sur Internet, qui disent « Mais non, ça n'existe pas !» Ça vient de l'écologie. C'est un dénommé Hardin qui a produit cette idée-là. Et Hardin était avec un H, Hardin, est un Américain aux pensées assez putrides, misogyne, malthusianiste, plutôt pro-Reagan, enfin c'est ultra-libéral. C'est pas un type très intéressant, et les solutions qu'il propose à ce paradoxe, à ce problème des biens communs, sont pas terribles. Mais sous prétexte que ces solutions sont merdiques, souvent on a voulu jeter sa pensée. Mais le problème qu'il souligne existe bel et bien. Et les sociologues nous disent, beaucoup de sociologues en tout cas nous disent, mais non, ça n'existe pas, la tragédie des biens communs. La preuve, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Et ils vous citent des exemples. Moi, j'en ai un très bon, par exemple, c'est la pêche à la coquille. À la pêche à la coquille, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques,
se sont mis d'accord pour des quotas qui sont bien répartis entre eux et qui font que les coquilles Saint-Jacques peuvent se reproduire. Et voilà, on a stabilisé des dizaines et des dizaines de pêcheurs au lieu qu'un dernier pêcheur ait raflé toutes les dernières coquilles et puis qu'il n'y ait plus d'activité de pêche à la coquille Saint-Jacques en Bretagne. C'est pas beau ça, hein? Donc il y a des solutions, mais c'est pas parce qu'il y a des solutions que le problème n'existe pas. Et la bonne nouvelle, c'est au passage qu'il y a des solutions à la tragédie du bien commun, ça peut s'organiser, mais pour ça, il faut que les mentalités y soient préparées. On revient à la formation. Mais donc, ce que font les sociologues, c'est qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Sous prétexte qu'il y a des solutions, et aussi que celle de Harding était pourrie, ils jettent le concept. Mais non, le problème, il est en face de nous. Il est tous les jours en face de nous. Il pourrit l'actualité. Alors, concluons là-dessus. Il faut que le mécanisme sous-jacent, les gens sachent ce que c'est. Et pour qu'à un moment, on dise, mais au fait, ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est une tragédie des biens communs. Et là, paf, que ça enclenche sur les scénarios de résolution de ces biens communs qu'on connaît dans le monde vivant, dans le monde économique, et qu'on a souvent d'ailleurs appris, ou lu dans la presse, sans qu'un mot commun, un nom commun, ne montre l'unité de tout ça. En fait, les lois de l'écologie et de l'évolution permettent d'un petit nombre de mécanismes d'expliquer des tonnes de choses, et éventuellement d'entrevoir la sortie à des dizaines de problèmes. Mais ça, c'est une belle au bois dormant. Je voudrais enchaîner avec l'idée de transition, puisque c'est un mot très à la mode, Oui, il y a même un compris ministère. dans... Voilà. Et pourtant, vous dites qu'il faut passer de l'ambition de transition à celle d'évolution. Alors, le ministère de la Transition écologique, de toute façon, c'est pas un problème, vu comme il se fait péter le budget à coup de réduction, hein, puisque donc, lors de la première taille budgétaire, oui, parce que le budget, ça se taille aussi, c'est comme les plantes, il a quand même perdu un quart de son budget, hein, lorsque le précédent gouvernement a commencé à faire des économies, ça a été quand même un de ceux qui a rendu le plus d'argent. Bon, donc il n'est pas dangereux, le ministère de la Transition, rassurez-vous. Ce qui est dangereux, c'est son inaction. Mais il y a des gens très bien là-dedans, hein, je vise pas les gens, je vise sa capacité politique. Mais en fait, il repose aussi sur une idée un peu pourrie. Dans Transition, il y a passer d'un état à l'autre. Et si vous forcez trop le trait, il y a cette idée qu'on va passer vers un état où tout sera résolu. En fait, non. On est dans une évolution culturelle. Aujourd'hui, il y a clairement un pas à faire. Mais demain, après avoir fait ce pas, à cause de ce pas et à cause des changements qu'il y aurait eu autour, il faudra faire un autre pas. En fait, transition, ça doit toujours être au pluriel. Parce qu'on ne va pas aller vers un état meilleur. Ça, c'est histoire que l'évolution, c'est pas parfait, hein. On va aller juste vers un autre état où on va avoir résolu certains problèmes et créer d'autres. Après tout, les pesticides et les engrais minéraux, dont j'indiquais un peu avant que c'était pas génial, au moment où on les a mis en place, ça a résolu un problème majeur, c'est qu'il y avait des famines. Il n'y a plus eu de famine. Après, la quantité était là, mais on sait aujourd'hui que c'est au détriment de la qualité. Mais ça va continuer, cette histoire-là. Ça va continuer éternellement. Chaque pas amène ses problèmes. Comme disait Claude Lévi-Strauss, ce qu'on appelle le progrès, c'est souvent la résolution des problèmes entraînés par ce qu'on a appelé le progrès un peu avant. Et moi, ça me choque pas. Mais justement, l'idée qu'il faut d'une transition unique, ça masque, en tout cas, ça peut masquer avec cette idée d'un pas, le fait que nous sommes dans une évolution perpétuelle et que des pas, il en faudra tout le temps. Et il faut se préparer psychologiquement à ça. Et notamment, à étudier pourquoi des bonnes idées aujourd'hui, demain, quand on les mettra en place, peut-être qu'on va découvrir que ça pose des problèmes. Hein, ça appelle à cette attitude ouverte et préparer à évoluer tout le temps. Donc, transition, c'est un peu maladroit et c'est ne pas se voir en évolution permanente, notamment Ouais, c'est culturelle. vraiment pour promouvoir un changement d'état d'esprit, qu'il Je dis pas qu'il faut soit pas pas, figé. cette Ouais. transition, elle n'est pas nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante. Hum. Alors, quels sont les principaux risques pour l'humanité actuelle, puisqu'on se dit que c'est un problème vraiment qui est lié à la survie de l'humanité, puisque comme vous dites, le vivant, quelque part, continuera son histoire, et qu'il y en a vu d'autres, entre guillemets. Ce ne sera pas le même, mais voilà. Lié à la dégradation des écosystèmes. Il y a vous évoquez dans le livre un virus, les microbes, les rendements agricoles, les pollutions. Voilà. Où est-ce qu'il y a la plus grande urgence ou le plus grand risque? Bah, je dirais que là encore, vaut mieux être sur tous les fronts. Il est clair qu'aujourd'hui, l'humanité est un grand champ à moissonner pour les parasites. Non seulement on est nombreux, mais en plus on est très connectés. La Covid a pris l'avion, hein.
Donc hein, aujourd'hui, le risque des maladies émergentes, qui émergent 10 fois plus fréquemment en gros que dans les années 50, hein, parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on a plus de contact avec des écosystèmes nouveaux, parce que et parce qu'en fait notre présence sélectionne les pathogènes, n'est-ce pas? C'est ça. Eux aussi, ils vivent de sélection et d'évolution. Il y a un péril sanitaire majeur. Je cite dans le livre même un texte ou une interview où ce que j'ai dit est une prophétie de la Covid un an avant. Et alors, je le fais pas sans rappeler que c'est une évidence pour beaucoup de biologistes, hein, le fait qu'il y a des périls sanitaires énormes et qu'il faut être très vigilant, mais qu'en même temps, quand la Covid est arrivée, moi, quand on était en train de réveillonner avec ma femme et qu'on entendait parler de ce truc en Chine, le Noël précédent, on en parlait comme... Enfin, on n'imaginait pas que ça allait nous heurter de plein fouet, hein, donc je fais pas trop le malin non plus. Donc je pense qu'il y a cette vigilance sur le fait que dans le monde, nous sommes faibles, et c'est vrai que on n'est plus mangé par des lions ou par des loups, ok, mais sauf exception, mais rare quand même, mais par contre on est toujours mangeable. Et les petits sont très forts pour nous manger. Au fond, mourir de la Covid, c'est être mangé par un virus, hein. Alors maintenant, je pense quand même que il y a un impératif aussi qui est de bien comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre dans la nature. C'est aussi une idée reçue que j'essaie de bousiller, qui à mon avis vient un petit peu du paradis perdu, n'est-ce pas? Il y avait un paradis, on a fait des conneries, et du coup le paradis ne marche plus comme il était avant pour nous. Il n'y a pas d'équilibre dans les écosystèmes. Si on croit à l'évolution, tout change, et les écosystèmes changent. Je veux dire, que ce soit à cause du climat, remonter il y a 10 000 ans, le paysage autour de vous ne sera pas le même, et même la biodiversité, et même la façon dont fonctionnent les écosystèmes. Et de toute façon, les écosystèmes sont obligés d'évoluer, puisque les espèces qui sont dedans évoluent. Le lendemain, ils ne sont plus les mêmes. Il y a donc des dynamiques. Et la vraie question, c'est pas un équilibre qu'on aurait perturbé, qu'on doit retrouver. C'est quelle est la dynamique des écosystèmes, et notamment cette dynamique permet-elle demain à l'homme de continuer à vivre dans des conditions correctes et dignes. C'est ça la question. Et quand on a compris ça, c'est pas gênant d'avoir une activité dans les écosystèmes. La question, c'est laquelle. Et c'est pour ça aussi que la stratégie de réserve, alors c'est pas mal, parce que les réserves intégrales, vous savez, comme l'homme n'intervient pas, à part des pollutions globales, du type microplastiques qui tombent par l'air ou changement climatique, on n'introduit pas de pression de sélection supplémentaire, et donc les espèces qui étaient là avant peuvent continuer à évoluer et à rester. D'accord? Donc il faut des réserves, mais pas que. D'abord, on ne peut pas vivre dans un monde en réserve, et deuxièmement, on peut très bien imaginer que, on dit il faut 30% de la surface du globe en réserve, et le reste des endroits, on fait deux choses. Un, on fait des corridors entre les réserves, où on n'intervient pas beaucoup. Les haies sont des très bons corridors, par exemple. Et on fait dans les zones où on produit vraiment, où on intervient, là il va y avoir un impact, parce qu'il y a des espèces qui ne vont pas s'adapter au fait, par exemple, que vous fassiez un champ de blé. Bah, dans ces endroits-là, on essaie d'avoir les itinéraires techniques qui impactent le moins possible la biodiversité, voire même qui s'en servent. Et donc, avec ce système-là, on va arriver à trouver des dynamiques qui vont préserver de la biodiversité tout en préservant de la production. Et j'insiste là-dessus, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais j'ai dans mon livre ou dans des tas de tribunes ou dans des tas de choses qu'on trouve sur Internet, j'ai expliqué combien l'agroécologie n'était pas une façon de produire moins pour produire bien, mais était parfois une façon de produire plus. Quand on pense à l'agroforesterie où on mélange entre des céréales et des légumineuses dans un champ, on arrive à produire sur un hectare ce qu'il faudrait produire si on sépare les deux cultures sur en moyenne 1,4 hectares si on sépare les cultures. Donc on peut produire plus, hein. Ça, c'est pas le problème. Simplement, aujourd'hui, certains font croire que ce serait le problème, qu'on nourrirait pas l'humanité. C'est faux. Si vous entendez dire de techniques d'agroécologie, c'est-à-dire qui utilisent nos connaissances d'écologie, vraiment ce qu'on disait là, les connaissances d'écologie, pour faire de l'agronomie, quand vous entendez dire que l'agroécologie risque de pas nourrir le monde, c'est que les gens n'ont pas lu les travaux pertinents. Donc vous pouvez tout de suite couper le micro, jeter l'article, c'est du tape à l'œil. Aujourd'hui, on sait nourrir l'humanité en produisant autrement. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est organiser dans les sociétés une transition où les citoyens aident les agriculteurs, pas juste en leur disant il faut faire ça, les aident financièrement à passer à d'autres outils de production, à investir dans d'autres outils de production, à se former pour faire différemment, et où les citoyens achètent préférentiellement les produits de cette agriculture alternative. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est le pas sociétal. Nourrir l'humanité, vous en faites pas. Les agriculteurs non labourés nourrissent déjà le Brésil. Le labour, on peut s'en passer, on sait très bien que ça marche.
Alors, ça me fait une bonne transition pour revenir vers la connaissance et sur cette idée de comment convaincre. Alors, vous êtes un scientifique. On voit bien aujourd'hui comment la science est remise en question, remise en cause, soit parce qu'on ne la croit pas, tout simplement, ou parce qu'on ne la connaît pas, soit parce qu'on pense qu'elle est manipulée, soit parce qu'elle semble même parfois incapable de comprendre la complexité des enjeux, de faire les liens trop compartimentés, etc. Je voudrais avoir votre position sur le rôle de la science aujourd'hui et aussi sur ce défi de la défiance. Alors, je rappelle que la science ne doit pas gouverner le monde, hein. Moi, je suis pas pour une dictature de la science. Mais, je le répète, le monde ne peut pas être bien gouverné sans science. Ce serait comme vouloir gouverner sans science politique ou sans science économique. Encore que, ces derniers temps en France, on a un peu l'impression que même ces disciplines-là, qui sont pourtant dans le cœur de formation du politique, manquent à l'appel. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Comment faire? Alors, déjà, Julien, grâce à vous. Il faut le dire, les podcasts, les vidéos sur YouTube qui sont produites par des chaînes X ou Y, tout ça, c'est des moyens de diffuser de l'information sur les possibles et de créer des imaginaires alternatifs. Le problème, c'est que souvent, on va vers le public. Déjà Voilà. convaincu. Si jamais vous écoutez ce podcast et que vous aviez jamais imaginé que l'écologie soit une sorte de solution, ou que vous ayez besoin de la biologie pour manger mieux et soigner mieux votre microbiote, par exemple, bravo, c'est cool. Mais je suis sûr que la plupart des auditeurs, en fait, se posent déjà des questions et étaient en passe ou avaient déjà trouvé la réponse. La fameuse Soulever le bulle. couvercle, c'est aller vers d'autres publics. Moi, je fais partie de ces gens qui sont candidats sans succès à avoir une chronique sur une antenne généraliste. Et une chronique pour parler de choses du quotidien, hein, pas de trucs venus de la Lune. Donc, je reviens là-dessus. Il y a effectivement pour les scientifiques aujourd'hui un plafond de verre à lever, qui est un plafond de verre qui a plusieurs sources, et donc il faut lutter contre toutes ces causes. Le premier, c'est que les scientifiques parlent souvent techniquement. C'est vrai que moi, j'arrive maintenant à ne plus dire reine rouge quand je parle de la reine rouge, mais ça fait mal quoi au début. Donc on a tendance à jargonner, et puis aussi à vouloir restituer toute la complexité du problème, alors qu'en fait, la question, c'est de générer une image opérationnelle. Donc, en réduisant la complexité, parce qu'on ne peut pas demander à l'auditeur d'avoir 30 ans de travail en microbiologie pour comprendre ce qu'on dit. C'est pas possible. Donc, les scientifiques font pas toujours une vulgarisation empathique, c'est-à-dire vraiment située du point de vue de celui qui écoute et non pas de celui qui a envie de raconter sa vie. La deuxième chose, c'est que ni les journalistes ni les politiques n'ont assez, dans leur formation, de compétences en biologie. La compétence en biologie, c'est pas être capable de faire une dissertation à la Reine Rouge, sur la Reine Rouge, ou la tragédie des biens communs au présidentiel. Hein. C'est pas ça. C'est de savoir qu'il existe des savoir-faire qu'on peut convoquer dans des cabinets, d'accord, ou qu'on peut convoquer dans des pages d'actualité générales. Parce que les pages sciences dans les journaux, on s'en branle. Complètement. C'est-à-dire, il ne faut pas les supprimer. Mais ce doit être des pages d'approfondissement. Quelque part, à un moment, les connaissances scientifiques doivent débouler dans l'analyse de l'actualité. Et c'est important, elles doivent y débouler. Non pas seulement comme des explications de ce qui ne va pas, mais aussi, on doit avoir une part de prospective. Moi, le nombre de fois, quand il y a des incendies dans les Landes, où on me demande pourquoi ça brûle, et où j'essaie de glisser pourquoi ça pourrait ou comment ça pourrait brûler moins. Des mélanges d'espèces, des couverts où tous les arbres n'ont pas le même âge. D'accord? Des forêts mélangées avec des espaces où il y a autre chose. Par exemple, de la pâture, comme il y avait autrefois dans les Landes. Le berger landais, hein, c'est une vieille image, mais le berger landais avec ses échasses, c'est quand les Landes étaient un marais, où pâturaient les moutons, et où lui, il avait des échasses pour pas s'enfoncer, et on a remplacé ça par une forêt où les arbres ont évaporé l'eau, et maintenant, il n'y a plus de marais. Mais donc, je pense que le fait que les Landes brûlent, c'est aberrant, parce qu'en fait, historiquement, c'est un marais, quoi. Donc, il y a des choses à retrouver, et quand moi je parle de ces solutions, bah, c'est coupé au montage. Parce que la question, c'est pourquoi ça brûle. Et ça, c'est une des choses qui manque finalement à la formation des journalistes généralistes, c'est de se dire, la science, on ne peut pas la laisser parler de la cause des problèmes sans se sentir obligé d'ouvrir des imaginaires positifs et d'éviter qu'elles deviennent trop répugnantes, en lui permettant aussi de proposer des pistes. Et ça veut dire qu'on est tous coupables. Parce qu'à la fin, il y a aussi le citoyen qui se dit, de toute façon, moi je suis nul en sciences, c'est trop compliqué. Une démission qui est fausse, personne n'est nul en sciences et personne n'est bête. La bêtise est une résignation.
Ce n'est pas un état génétique. Et il faut le dire, parce que moi, je fais des conférences où j'emmène vachement loin les gens, et quand ils posent des questions à la sortie, ils n'ont pas forcément tout retenu. Mais c'est pas grave, ils vont acheter le livre. Et quand ils posent des questions à la sortie, des fois, j'hallucine de la capacité de gens qui, quand je leur demande qui ils sont pas des scientifiques, à faire des liens entre deux points, à dire, mais alors, si c'est comme ça, comment c'est conciliable? Ils sont capables, des fois, de relier deux morceaux de la conf qui sont à 40 minutes de distance pour montrer qu'il y a un truc pas évident à recoller. Et souvent, bah, ça peut se recoller dans la discussion, et souvent, je me dis, oh putain, merde. Mais c'est vrai. Bah oui. Moi, j'ai beaucoup appris de mes conférences parce que dans les questions, il y a un petit 2-3% de questions qui reconstruisent complètement ou la narration ou la vision du monde. Et mon dernier livre, il est surtout fait en fait à partir des questions que m'ont posées les gens. Ouais. Les gens qui sont cons et nuls en sciences, hein, ils sont vachement intéressants à écouter quand ils se donnent la peine de se pencher sur un sujet. On n'est pas nuls en sciences. Et ça, nos concitoyens meurent de cette idée reçue. Idée reçue, d'ailleurs, qui tire peut-être d'un mauvais enseignement des disciplines scientifiques. Hein. Les idées reçues, c'est pas forcément des péchés personnels. Ça peut être des péchés collectifs. Mais si l'éducation nationale nous coûte si cher pour engendrer des péchés collectifs que sont des incapacités à se saisir des connaissances, là, il faut qu'on se pose des questions. Hein, c'est peut-être la question plus importante que de rajouter des heures de maths. Ça en fait des questions, hein. Oui. On arrive aux questions de fin, On arrive au justement. bout des questions, là. Ouais, non, mais alors déjà, de quoi on n'a pas parlé qui va dans ce sens-là, qui vous semble important d'évoquer, justement, pour... L'éducation nationale, la nécessité de former plus aux vivants. Voilà. Et puis peut-être des quotas de sciences dans l'audiovisuel, et puis peut-être aussi investir dans de l'aide au support, Julien, sans servir la soupe comme le vôtre, hein, dans une aide financière à des supports qui diffusent une information sérieuse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. On pourrait très bien donner un avantage compétitif à certains en aidant financièrement ou en aidant à la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'initiatives positives qui sont laissées finalement à l'énergie personnelle de ceux qui les organisent. C'est parfaitement le cas pour moi, donc merci de le rappeler. On fait comme on peut, et il fonctionne d'ailleurs que grâce aux quelques donateurs et donatrices que je remercie au passage. Et c'est le moment où on fait passer le chapeau dans l'assistance. Voilà, exactement. Quel est le sens du vivant ou le sens de la vie quand on a la hauteur de vue que vous avez par rapport à tout ça? Je ne sais pas si j'ai de la hauteur de vue, mais j'ai un point de vue différent. C'est souvent ce qui est intéressant. Hein. Les gens n'ont pas des points de vue. Enfin, tout le monde vit, donc tout le monde a un point de vue pertinent sur la vie. Mais non, le mien, c'est qu'il ne faut pas confondre beauté, qui est un sentiment esthétique, je l'ai mentionné tout à l'heure, et perfection. Quand on aime une femme, c'est souvent qu'en fait, ses imperfections ne sont pas insupportables, elles nous sont émouvantes. Et je pense que pour la nature, c'est pareil. La nature, c'est beau jusque dans des imperfections. Là, il y a une mésange là, qui est en train de sauter entre les fruits rouges de l'aubépine qu'on a sur le balcon. C'est beau comme tout, quoi. C'est beau. Mais elle vient de bouffer des fruits. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'effectivement, alors je sais pas si elle a vraiment bouffé les fruits ou si elle se nourrit de parasites qu'il y a dans les fruits, mais finalement, quand on creuse un peu, ça fonctionne pas parfaitement et quelque part, on a envie d'y mettre les doigts. Alors, si on arrive à y mettre les doigts de façon pas trop intrusive, on peut faire un monde demain pour nos enfants qui fonctionne aussi bien. Entre les bêtises qu'on aura faites et les trucs qu'on aura améliorés dans la partie qu'on gère des écosystèmes, qui fonctionne aussi bien que le monde a fonctionné, pour qu'on se dise en regardant une mésange dans une aubépine, putain, c'est beau. C'est vrai en plus, hein. Je sais pas si vous allez les voir, mais il y a 2 mésanges qui se baladent dans mon aubépine. Pour ceux qui ne voient pas, effectivement, on a une belle vue sur la mésange, qui est un peu loin, mais... deux dernières questions. Un conseil pratique pour ceux qui nous écoutent. Lisez mon livre. Non, mais un conseil pratique, c'est essayer de voir à quel point, éventuellement jusque dans votre alimentation, dans un geste de consommation, il n'y a pas des trucs que vous pouvez changer sans que ça vous impacte beaucoup en termes de confort ou financier, et tout en améliorant votre vie.
Je sais pas, oui, par exemple, commencez à manger par les légumes. Vengez votre appétit sur des légumes et passez à la viande après. Ça vous fera manger moins de viande, ce sera plus en cohérence avec votre santé, puisqu'on en mange 4 à sa fois trop, et environnementalement, ça changera les choses. Je sais pas, vous voyez, je recommande aussi de se doucher un peu moins souvent et d'utiliser plus souvent le gant pour se frotter les parties qui sentent, très vite, mauvais. Et ça, c'est bon pour la planète, comme on dit. En fait, c'est bon pour nos enfants et l'avenir des écosystèmes et le fonctionnement des écosystèmes. C'est bon pour la planète et c'est très bon pour votre microbiote. Pas de douche tous les soirs. Vous voyez, il y a tous ces petits conseils ordinaires qui permettent de vivre Parce aussi que, bien. juste c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, ça, hein, c'est par rapport à ce conseil d'hygiène ou Bah, si vous enlevez de votre faire autrement. microbiote de peau Ouais. très souvent, tout ce que vous risquez, c'est de fonctionner moins bien. Cicatriser moins vite, avoir plus d'eczéma. Et donc, une douche par jour, c'est trop. C'est trop. Et si vous... Alors après, le rythme est personnel. Surtout si vous utilisez un savon bactéricide. Après, juste frotter, pas de savon. Ou bien un gant avec ou sans savon sur les parties, donc les aisselles et le pubis qui sentent facilement, c'est une façon de prendre une douche tous les 2 jours, ou peut-être tous les 3 jours. Hmm. Ça dépend de vous, hein. Mais ça réduit plein de choses, ça, et puis vous sentirez aussi bon, hein. Je veux dire, vous serez sans doute en meilleure santé. Bon, ouais, C'est c'est sûr. important parce que ça veut dire qu'il y a des petits conseils comme ça. En Ouais. fait, une idée reçue, c'est qu'il faut zéro microbe. Du coup, on a des pubs qui nous vendent des produits qui tuent 99,99% des bactéries. Et ce que veulent dire ces publicités, c'est que c'est pas vraiment bon pour nous et que c'est plus cher puisqu'il y a un bactéricide. Donc, quelque part, allez puiser dans les connaissances. Soyez confiants pour aller y puiser des solutions pour faire mieux dans le même état de confort. J'ai pas dit qu'il y aura que du confort dans la résolution des problèmes écologiques et sanitaires qui nous entourent. Mais déjà, si on a coché toutes ces cases-là, on a compris que la science, c'est une boîte à outils positive. Dernière question, 2 livres qui vous ont le plus marqué dans votre vie. Alors, dans mon ouvrage Nature et préjugés, j'en cite quelques-uns qui sont vraiment ceux qui ont accroché mon esprit, hein. Mais je dirais que je crois que je citais tout à l'heure Jared Diamond, de l'inégalité entre les sociétés, c'est trop bien ça, voilà. Excellent. Et si je dois en citer un deuxième, eh bien, j'ai beaucoup d'hésitation, mais j'ai quand même envie de vous faire lire Stéphane Rostin, Les 12 travaux d'Hercule de l'Amazonie, parce que vous découvrirez comment l'Amazonie n'est pas une forêt vierge, mais c'est déjà quelque chose qui porte l'empreinte de l'homme, et une empreinte qui ne s'est pas opposée à la biodiversité. Une agriculture non labourée, assez extensive, nécessitant qu'un très faible appoint de viande et donc la chasse suffisait, peut-être un peu d'élevage de poissons. Redécouvrez l'Amazonie sous la plume de Stéphane Rostin, c'est assez incroyable. Allez, j'ai droit à 3, Bien sûr. plus anxiogènes. Le déclin de l'Empire romain, je crois que c'est le titre français, de Kyle Harper, où on découvre que c'est pas le plomb, c'est pas les invasions barbares. Les barbares étaient depuis très longtemps aux frontières. C'est le mauvais vin. C'est le changement climatique et les épidémies qui ont détruit l'Empire romain. Alors ça, c'est anxiogène. Moi, je l'ai lu au début de la Covid, parce que pour le coup, une leçon en creux, c'est que le changement climatique et combiné aux maladies, bah, ça peut vous détruire une civilisation qui fut sans doute une des plus flamboyantes qu'on connaissait jusqu'au fin fond de la Chine et qui reste quand même un achèvement intéressant de l'humanité. Sauf que, ben oui, il labourait, il n'était pas bien équipé contre les maladies. Tiens, ça tombe bien, nous on sait faire sans tout ça. Donc oui, une lecture qui en creux nous donne envie de bouger un petit peu. Très bien, on va partir là-dessus. Merci beaucoup Marc-André pour Merci votre au temps. contraire de ce temps ensemble. Et puis ça laisse, je conseille la lecture du livre que je n'ai pas tout à fait fini. C'est un gros livre avec effectivement très agréable à lire, avec Moi, c'est parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dessins de, humoristiques dedans. il y a beaucoup de dessins humoristiques et il y a beaucoup de, c'est toujours rassurant quand on dit qu'il y a des dessins. Et puis il y a surtout beaucoup d'histoires, plein d'anecdotes, plein de choses hyper intéressantes, notamment sur l'Amazonie. On apprend plein de choses, mais pas que. Donc Le but, c'est de je distraire conseille. aussi. C'est pas un livre pour assommer. Bah, c'est réussi. Cool. Merci en tout cas Merci de beaucoup.